Bonjour à toutes et à tous. Je travaille sur les systèmes qui sont ridicules, dangereux et évidents pour certains gens. Les interfaces cerveau-ordinateur. Les interfaces qui permettent d'accueillir l'information électrique qui provient directement du cerveau d'une personne pour contrôler n'importe quel objet ou système automatisé par la pensée uniquement. C'est un peu comme être des X-Men, dont il y a un dernier qui vient de sortir il n'y a pas si longtemps. Mais il faut que je vous dise la vérité. Bon, c'est pas tout à fait possible aujourd'hui. Pour une seule raison. C'est très très compliqué de comprendre comment le cerveau fonctionne. Voici à quoi ressemble l'activité électrique. On ne peut pas mettre un capteur sur chaque neuron. Ça, c'est pas possible. On aurait dû avoir un signal parfait, on aurait dû décrypter tout ce qui se passe, toutes nos mémoires, toutes nos peurs, toutes nos émotions. Mais ça, c'est pas possible. On a plutôt l'activité moyenne des milliards et des milliards de neurones qui proviennent de nos cerveaux. Et il faut qu'on utilise cette information, qui est très souvent bruitée. Aujourd'hui, ces interfaces sont réservées uniquement aux personnes à la mobilité réduite, aux gens qui peuvent ni bouger, ni parler, ni même pas vraiment clignoter des yeux. Mais le cerveau reste fonctionnel. Alors on propose des systèmes, ils puissent communiquer avec les gens qu'ils aiment, communiquer avec l'environnement qui les entoure. Mais tout d'abord, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est que ça, les interfaces cerveau-ordinateur? Il y a des versions invasives et des versions non invasives. Je vais tout d'abord vous parler des systèmes non invasifs. Quand on met un casque sur la tête d'une personne et on mesure quelque chose qui s'appelle électroencéphalographie ou EEG. Je pense que vous avez entendu parler de ça. C'est possible de passer des tests dans l'hôpital. On utilise ça pour troubles du sommeil, etc. Il faut qu'on puisse enregistrer l'activité cérébrale. Pour ça, on va demander à une personne d'imaginer quelque chose dont on a envie de découvrir dans le cerveau. On ne peut pas juste mettre un casque et dire « Ah tiens, tu penses à ça, et tu penses à ça, ou tu penses à ça ». Non, c'est pas possible. C'est comme un peu comme les empreintes digitales. Il nous faut un échantillon, parce que l'activité électrique de chaque personne, c'est unique pour chaque personne. C'est un signal qui est unique, qui ne se répète pas du tout, jamais. Après, il faut qu'on essaye d'extraire des caractéristiques saillantes du signal, c'est-à-dire tout ce qui nous intéresse dans le signal, parce qu'il y a beaucoup de bruit, on pense à beaucoup de choses en même temps, pour qu'on puisse après construire des classifiers qui puissent après être utilisés dans les applications. Voici quelques exemples des casques qu'on utilise. Il y a des casques haute qualité, casques dits pour la recherche, soit un casque grand public. Là, ici, c'est un casque Nord. Il y a des casques de 400 000 € ou des casques à 400 $. Qu'est-ce qu'on peut faire? Au fait, tout à l'heure, on a eu une pause. Et moi, j'étais en train de me préparer et je n'ai pas eu le temps de prendre mon café au lait. Et je veux bien maintenant un café au lait. C'est une phrase normale. Vous avez bien compris que voilà, j'ai envie du café. OK. Mais si je vais vous dire je veux du café au chat, 400 millisecondes plus tard, dans les cerveaux de vous tous, il y a un pic d'activité qui s'appelle N400 qui va apparaître. N qui relève d'une réponse négative, 400, c'est vraiment 400 millisecondes plus tard, précisément. Parce que la phrase que je viens de dire n'est pas correcte. Ça n'existe pas des cafés au chat, au chien, etc. Ou soit vous êtes en train de remplir un questionnaire au choix multiple, et vous allez cocher une case A, une question 2, et vous pensez que ça c'est une bonne réponse. Et vous allez à une question suivante, une question 3, et vous êtes en train de réfléchir, et là, d'un seul coup, vous vous rendez compte que la réponse correcte à une question 2, c'était pas A, mais c'était B. J'en suis sûre que ça vous arrive à tous. Là, justement, il y a un autre pic d'activité qui va apparaître parce que c'est un signal qui relève d'une erreur. On peut aussi détecter des états émotionnels d'une personne. Si la personne est stressée, excitée, anxieuse, si la personne veut commettre un suicide, si la personne est en train de mentir. L'information est sauvegardée dans le cerveau à ce sujet pendant 72 heures. Et ça s'utilise d'une manière légale dans 4 États aux États-Unis. En Europe, c'est interdit. Mais
tout ce qu'on appelle le but ultime de ces systèmes. Ce n'est pas que reconnaître les états émotionnels ou quand on commet des erreurs. Non, c'est plutôt reconnaître ce qu'on appelle des pensées. Quand on pense à quelque chose, quand on imagine quelque chose, mais on n'a pas cet objet devant nous. Par exemple, il y a des soldes, on vient de voir un très bel sac à main. Et là, on y repense. Bon, ok, moi, est-ce que je vais craquer ou pas? Je n'ai pas cet objet devant moi, mais je pense si fort parce que j'ai envie potentiellement d'avoir cet objet. Je le visualise dans ma tête. Alors, on puisse capturer et reconnaître cette pensée. Ou par exemple, si on veut prendre un exemple du contrôle d'un robot, on dirait un robot drone. On peut imaginer un nuage pour le décoller, une pelouse pour l'atterrir. On peut imaginer un moment de la main gauche pour qu'il aille à gauche, un moment de la main droite pour qu'il aille à droite. C'est-à-dire imaginer des mouvements sans les effectuer. Et on peut même penser à rien en particulier pour le faire avancer. Bon, ok, ça c'est pour un drone. Est-ce que c'est limité? C'est vraiment que des drones? Est-ce qu'on peut faire quelque chose d'autre? Oui, au fait, ça va fonctionner avec n'importe quel autre robot en système. Là, par exemple, voici un autre exemple d'un robot BB-8 des Star Wars. C'est un robot qui est roulant, il ne vole pas, mais on peut parfaitement, si on veut, imaginer pareil, un nuage pour qu'il commence à bouger, une pelouse pour qu'il atterrisse et pour qu'il s'arrête. Mais au fait, on peut penser à tout ce qu'on veut, c'est-à-dire le système s'en fout. C'est un classificateur. Il va juste classifier qu'est-ce que vous êtes en train d'imaginer. Si vous voulez imaginer un mouvement de la main droite pour qu'il aille à gauche, pas de souci. Si vous voulez imaginer Lamborghini pour qu'il s'arrête, pas de souci. C'est pas très lié à un BB-8. Plutôt, il fallait imaginer peut-être Yoda ou Stormtrooper. Mais pourquoi pas? Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Une fois le système est fonctionnel, vous pouvez commencer à l'utiliser dès le présent. Ok, ça c'est des applications un peu ludiques. Bon, ok, un drone, on a déjà, c'est interdit presque partout. Même avec des manettes, c'est pas très facile de les contrôler. Bon, BB-8, c'est quand même très particulier. C'est pour les fans du cinéma. C'est quoi l'intérêt d'avoir? Oui, mais ça, ça nous permet d'avoir des applications pour la vie quotidienne des gens qui sont à la mobilité réduite. Les gens dont je mentionnais au tout début, qui peuvent ni bouger, ni parler, ni faire rien d'autre. C'est pour eux, quand on veut qu'ils imaginent des mouvements, des membres qui bougent plus ou bougent pas, qu'ils puissent ouvrir des portes ou allumer la lumière. Par exemple, un système que j'ai développé à Grenoble, c'était un contrôle d'une maison où les gens à la mobilité réduite puissent imaginer une ampoule pour allumer la lumière, ou une télé pour allumer une télé, ou des volets pour les faire baisser, ou de les faire monter, sans besoin de bouger, s'il ne faut pas. Pour nous, peut-être ce n'est pas si intéressant que ça, parce qu'on a des interrupteurs, des télécommandes, des applications directement sur nos iPhones. Mais pour les gens qui ne peuvent pas du tout attraper et toucher au bouton interrupteur, qui ne peuvent pas manipuler des interfaces tactiles, il y a tout cet intérêt. Par exemple, dans cette séquence de vidéo, vous puissiez voir une personne qui est en train d'imaginer une porte pour que la porte puisse s'ouvrir, sans aller essayer d'approcher une porte, etc. On a préparé pour vous une toute petite démonstration avec notre volontaire, Mehdi. Il faut l'accueillir. Tu restes là, comme ça, c'est très bien. Et on a un petit drone dont j'ai mentionné tout à l'heure. Et il faut bien encourager Mehdi, hein, c'est lui le star. Alors, tout à l'heure, on a déjà fait l'entraînement, c'est ce que je vous ai expliqué avec Mehdi, parce que ça prend un peu de temps. Qu'est-ce que tu as fait, Mehdi? Qu'est-ce que tu as imaginé tant que je prépare le système? J'ai imaginé un nuage pour le faire décoller, puis une pelouse pour le faire atterrir. Est-ce que tu vas essayer de le faire voler pour qu'il avance au moins tout droit? Qu'est-ce qu'il faut que tu imagines? Comme je disais, donc je vais imaginer le nuage pour que déjà il décolle. Ensuite, il faut essayer de penser à rien pour qu'il reste en l'air.
Et ça, Ouais, ça, les ça gens va- les aiment pas, ouais, ça, c'est un peu bizarre, oui. ça va pas être facile. Et ensuite, donc, il faudra que je pense à la pelouse pour qu'il atterrisse. Donc, on va essayer. On va essayer. Pour ce qui est du casque sur ma tête, on est à la phase ridicule de l'idée. Mais Alors, est-ce que tu es prêt? je suis prêt. Alors, tu regardes le drone, tu n'as pas besoin de l'écran. Je peux même reculer un peu, comme ça, c'est mieux. Je vais l'activer, j'ai un seul bouton que tu as vu tout à l'heure, justement pour que tu ne fasses pas des démos pendant que les gens sont en train de faire des talks comme moi dans le public. Mais là, maintenant, je vais l'activer, ce sera à toi et uniquement à toi. Essaye de décoller, Ça marche. faire avancer tout droit. Déjà, c'est bon, on ne va pas essayer d'écraser les gens, ils ont l'air gentils. Ok. Après, on va voir. Et essaye d'atterrir. OK? Ça marche. Alors. À toi. Bon. C'est pas allé très haut. C'est bon? C'est bon. OK. C'est bon. Il peut aller plus haut que ça? Là, c'est limité justement pour ne pas écraser les gens. Mais bien sûr, D'accord. si tu imagines quelqu'un qui était méchant avec toi hier au boulot, oui, il peut aller bien plus haut et vers par là, vers la direction de cette D'accord. personne. Ouais. Mais D'accord, sinon, non. ok, ok. Tant que tu imagines, bien sûr, là, on est quand même dans la pièce qui est enfermée. Quand tu imagines un nuage pendant quelques temps, bien sûr, il va monter, monter, monter. Si tu aurais dû imaginer un moment de la main gauche, il aurait dû aller à gauche, à droite. On peut aussi avoir bien sûr le contrôle complet, mais vu qu'on est limité dans le temps. D'accord. Merci Voilà. à toi. Merci à toi. Il y a plein de défis scientifiques qui restent, plein de défis. Déjà, il faut comprendre comment le cerveau fonctionne. On ne sait toujours pas en 2016. Par exemple, tout ce qui est côté mémoire, pour le décrypter. Il y a le problème des casques. Ça coûte très, très cher. Ce n'est pas du tout à la portée de chacun. Mais pour que ça reste clair, on voit ici pas mal de systèmes. Mais là, on n'a pas vraiment besoin des casques. On a déjà, pour être puissant, et pour être fort, tout ce qu'il nous faut. En fait, tout ce qu'il faut, c'est juste là. Aujourd'hui, cet organe est plus puissant que n'importe quel autre ordinateur. C'est pas Watson, c'est pas AlphaGo. Aujourd'hui, c'est toujours mieux. Et cette force est en nous tous. Merci.